Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrien Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Bonjour à toutes et à tous. Dans la série du podcast Femmes engagées intitulée « Profession ministre », qui recueille le témoignage d'une dizaine de femmes politiques ayant occupé le poste de ministre des droits des femmes, aujourd'hui nous recevons Najat Vallaud-Belkacem, qui fut ministre des droits des femmes de 2012 à 2014, ministère de plein exercice qui avait disparu pendant 26 ans depuis le départ de Yvette Roudy, ministre des droits des femmes de 1981 à 1986. Bonjour Madame la Ministre, chère Najat. Bonjour. Vous êtes conseillère maître à la Cour des comptes depuis quelques mois et parallèlement vous poursuivez votre engagement profond pour les droits fondamentaux et humanitaires à la présidence de France Terre d'Asile, qui mène des actions pour les immigrés et les réfugiés. Vous vous êtes engagée dans la vie politique très jeune, au Parti Socialiste, au sortir de Sciences Po. Vous avez été élue pour la première fois en mars 2004 conseillère régionale Rhône-Alpes. Et depuis, vous avez gagné plusieurs élections. Vous avez été porte-parole des campagnes présidentielles de Ségolène Royal en 2017 et puis de François Hollande en 2012. Et vous avez été plusieurs fois ministre, non seulement aux droits des femmes, mais ensuite à l'éducation nationale. On dit que vous étiez la bonne élève de la présidence Hollande, dont vous étiez, je crois, la Benjamine. Vous vous mettez en retraite de la vie politique en 2017 pour rejoindre la société civile et l'engagement humanitaire, notamment pour l'ONG One. Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier « Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas », dont le sujet suscite, comme souvent en France, beaucoup de remous. Vous pourrez nous en dire un mot si vous le voulez bien. Mais revenons au 15 mai 2012, où vous êtes nommé ministre des droits des femmes, porte-parole du gouvernement. Je pense que la précision du fait que pendant 26 ans, il n'y avait pas eu de ministère plein en charge des droits des femmes a toute son importance. D'abord sur le plan extrêmement formel et pratique, ça signifiait que moi, devenant ministre de ce sujet, je n'avais pas de prédécessrice directe avec qui faire une passation de pouvoir. C'est quand même intéressant ça, alors que vous faites ça dans tous les ministères. Tant et si bien que je suis d'ailleurs allée demander à Yvette Roudy, qui était la dernière ministre en pleine des droits des femmes, mais 26 ans auparavant, de bien vouloir symboliquement la faire avec moi, cette passation de pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette absence pendant tant d'années avait eu comme conséquence que finalement des tas de sujets étaient passés sous les radars, en fait. Parce que les politiques publiques, si vous voulez, il n'y a rien de magique. Soit vous avez des gens qui regardent, qui veillent comme le lait sur le feu à la façon dont les sujets évoluent et qui adaptent les réponses publiques à cela, soit vous n'avez pas, et donc les responsables publics ont leur attention tirée vers d'autres sujets. Et donc par exemple, s'agissant des droits des femmes, ces années écoulées sur le ministère, c'était des années où s'était creusée la question des familles monoparentales, par exemple, qu'on connaissait moins dans les années 80, mais que dans les années 2000, enfin voilà, c'est une telle évidence. Mais en fait, personne n'est là pour, d'une certaine façon, se dire il y a un sujet, un éléphant dans la pièce, il y a de plus en plus de familles monoparentales, 97% ont leur tête une femme. Qu'est-ce que ça signifie en termes de précarité de ces dernières, de précarité des enfants, de capacité à s'organiser dans la vie professionnelle? Bon. Donc le sujet des familles monoparentales, ou même les pensions alimentaires, personne ne se l'était vraiment posé comme politique publique. Même chose s'agissant du travail à temps partiel. Ces dernières années, c'était énormément développé, le travail à temps partiel chez les femmes, pas chez les hommes.
Parce qu'il y avait une espèce de facilité et d'incitation faite par la société à se mettre à 80% quand des enfants étaient là pour avoir son mercredi, etc. Sauf que la conséquence de ça, c'était évidemment à la fin des fins des salaires moins élevés, des possibilités d'augmentation ou de poursuite de carrière moins intéressantes, des plafonds de verre et une fois arrivé à la retraite, des retraites plus basses. Exactement. Mais là encore, politique publique, pas grand-chose, puisque personne ne regarde ce sujet avec attention. Un troisième exemple, en matière de violences faites aux femmes, il apparaissait que ces dernières années, enfin les années en question, les violences de couple commençaient de plus en plus jeunes. C'était des phénomènes qu'on connaissait moins dans le passé, où là, on se rendait compte que, mais vraiment à des âges extrêmement jeunes, 16, 17 ans, on pouvait avoir des phénomènes de violence. Eh bien, même chose, ce sujet-là, normalement, si on avait eu un ministère en charge d'eux, il aurait dû lancer une grande enquête pour y voir plus clair, etc. Toutes ces choses-là n'ont pas été faites. Donc en fait, moi, quand j'arrive à la tête de ce ministère, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de page blanche qu'il s'agit d'écrire. Et en même temps, je tiens à le dire ça parce que ça me tient à cœur et je trouve que ça n'a pas toujours été le cas chez toutes mes collègues ministres des droits des femmes. Je considère qu'on ne part pas de rien non plus et donc il me tient vraiment à cœur d'aller rechercher les combats qui ont été menés historiquement dans une forme de continuité. Et donc pour moi, c'est très important de m'appuyer sur des associations qui sont aussi un peu l'héritage des combats des années 70, Mon corps, mon choix, etc. Toutes ces choses-là, je m'appuie énormément dessus, même pour mener des politiques publiques sur des sujets complètement différents et qui correspondent à une nouvelle modernité. Donc ça, c'est la première chose. Quand je prends mes fonctions, je crois que ce que je ressens, c'est la nécessité d'être moins seule. C'est-à-dire que ministre des droits des femmes, bien sûr, vous êtes ravis de l'être, etc. Mais vous avez besoin d'alliances un peu partout. Alors la première des alliances, c'est celle avec les associations, c'est pour ça que je viens de les évoquer, ça me tenait énormément à cœur. Y compris d'ailleurs, on avait installé entre nous une relation de confiance qui faisait que parfois... honnêtement, on jouait tactiquement ensemble, c'est-à-dire que ça pouvait m'arranger, moi, ministre, que les associations disent clairement haut et fort qu'il manquait des moyens à tel ou tel sujet. Une sorte de complicité. Une forme de complicité. Saine. Voilà. Donc l'alliance, elle est d'abord avec les associations. Elle est ensuite avec ce que je vais appeler la superstructure. C'est-à-dire, vous êtes ministre, membre d'un gouvernement, donc déjà, vos collègues du gouvernement, 2, les administrations qui relèvent de chacun d'entre eux, la haute fonction publique. Et donc, moi, je vais passer quand même pas mal de temps au début à créer une espèce de familiarité avec ce combat égalité femmes-hommes au sein de la superstructure. Je vous en donne quelques exemples parce que peut-être que depuis on a oublié tout ce qu'on a engagé à ce moment-là, mais c'est le moment où j'arrive, et je lui en suis très reconnaissante, à convaincre le président de la République, François Hollande à l'époque, de me laisser faire des choses aussi diverses que former systématiquement tous mes collègues ministres aux questions d'égalité femmes-hommes. Oui, je me souviens très bien. Je me souviens parce que certains n'avaient pas très bien réagi. Oui, et moi-même j'étais en cabinet ministériel à l'époque. Bien sûr. Et certains ne réagissaient pas très bien parce que, non pas parce qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec l'égalité femmes-hommes, mais ils disaient mais on sait déjà, etc. Mais ma réponse à chaque fois c'était de dire mais oui, on sait ce que vous savez, mais en fait on va pas vous répéter qu'il y a 25% d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Ça, je pense que vous ouvrez un livre ou vous allumez une télé, vous le savez. On va venir sujet par sujet, en agriculture, dans le ministère de l'Intérieur et dans le corps préfectoral, etc. On va venir vous faire un état des lieux, à la fois des métiers, est-ce qu'ils sont équilibrés, suffisamment féminisés ou pas, et des politiques publiques, est-ce que leur impact, les mesures, les lois que vous allez adopter, etc., vont avoir un effet de régulation des inégalités ou au contraire de creusement. Bon. Et donc, en fait, passer les premières réserves, la vérité, c'est qu'avec une petite équipe un peu commando, on a fait toutes ces formations et c'était absolument génial. Et d'ailleurs, ce qui était vraiment formidable, c'est que ministère par ministère, on voyait à la fois la tête de pont, le ministre, la ministre, mais aussi ces administrations déconcentrées, donc intérieur, les préfets, éducation, les recteurs, et voilà comment en fait on alimente toute une machine. Donc ça c'est la première chose qui s'est poursuivie d'ailleurs par le fait, là aussi on a accepté que je l'obtienne, ce qui était vraiment super quand j'y pense, qu'on décide de la nomination dans chaque
administration d'un haut fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes. Qui existe toujours Qui aujourd'hui. existe toujours, voilà. Absolument. Et en fait, ces personnes-là, elles sont très importantes parce que c'est vraiment les poils à gratter de leur propre administration en leur sein pour dire en permanence il faut faire attention, etc. Et puis il y avait une espèce de rendu compte quelque part, les hauts fonctionnaires à un moment donné. Bien il y avait sûr. une espèce de comité interministériel, etc. auquel ils devaient rendre des comptes. Donc chacun, il y avait une émulation quasiment pour faire une forme de concurrence saine et loyale entre ministères pour aller le plus loin possible dans l'égalité femmes-hommes. Et puis après, ça s'est poursuivi toujours pour rester sur cette superstructure administrative par le fait qu'on adopte le principe suivant, qui n'existait pas jusqu'alors. Toutes les lois, tous les décrets que le gouvernement adopte doivent faire l'objet d'études d'impact sur la question du genre. C'est-à-dire même si le projet de loi n'a rien à voir avec, a priori, l'égalité femmes-hommes, mais porte, je sais pas moi, sur l'enseignement supérieur, par exemple, il faut au préalable une étude d'impact qui va mesurer si par hasard, dans ce qu'on est en train d'adopter, il n'y a pas quelque chose qui va creuser les inégalités entre femmes et hommes dont on sait déjà qu'elles sont là, et à contrario, comment est-ce qu'on les résorbe. Voilà. En fait, ce que je trouve un peu triste en politique, c'est que des choses qui sont vraiment de l'ordre du progrès, quelques années plus tard, peuvent disparaître. Par exemple, les études d'impact fondées sur le genre, si elles avaient existé au moment où la réforme des retraites a été adoptée il y a 2-3 ans de cela, je vous assure qu'elles auraient donné à voir immédiatement qu'il y avait un problème avec les pensions de retraite femmes et que la réforme allait creuser encore cette difficulté. Bien sûr. Mais comme on ne les pratique plus, on n'a pas vu le problème. Résultat, des millions de gens dans la rue, etc., obligés de revenir dessus des années après. Bon, donc la première chose pour moi, c'était vraiment d'installer cette superstructure administrative et c'est ce qui me conduit aussi, vous l'avez dit, à créer le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est donc un lieu qui existe toujours, de réflexion, d'incitation, de recommandation. Puisque j'y ai siégé pendant 2 mandats, c'est vrai que ça a aussi un rôle d'interface entre les institutions, le gouvernement et la société civile. C'est aussi d'animer le débat dans ce sens-là, c'est très important. Et aussi un outil, en effet, d'animation du débat, d'évaluation aussi de politique publique. Et je vais vous dire, ce qui me plaît beaucoup dans ce Haut Conseil, même aujourd'hui quand je le regarde un peu de l'extérieur, c'est que c'est l'un des rares endroits où on trouve des hommes qui parlent de droits des femmes. C'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai voulu qu'il soit paritaire. Grâce à la marrant, parité, non ? oui, absolument. Parce que, évidemment, vous aurez noté qu'à chaque fois qu'il y a une loi ou quelque chose qui se discute sur les questions d'égalité femmes-hommes, ces lois-là, en fait, elles se font devant des bancs des assemblées qui sont quasi vidés de leurs hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les femmes pour y assister. Alors que là, le Haut Conseil à l'égalité, comme le principe, c'est celui de la parité, et que du coup, on a amené des hommes plutôt sincèrement intéressés par le sujet, eh bien, on les trouve là, et pour moi, c'est le seul endroit où on voit des hommes... Et ce qui est très important aussi, c'est que ça a un rôle pédagogique essentiel, parce que j'ai vu des collègues au Haut Conseil à l'égalité, mais qui m'ont dit... Mais je ne suis plus du tout le même homme quand je suis entrée, et aujourd'hui, parce que ça m'a formée et ça m'a fait découvrir combien je pouvais être aussi moi-même viriliste, macho, etc. Et combien je n'avais pas l'égalité femmes-hommes vraiment chevillée au corps. Non mais c'est formidable. Et vous voyez cette volonté de familiariser des gens qui n'étaient pas forcément complètement dedans avec tous ces combats pour l'égalité femmes-hommes, etc. C'est aussi ce qui me conduit à un dernier exemple en matière de création de superstructures, comme je le disais. C'est ce que j'ai fait sur la question des violences et notamment des violences faites aux femmes et de la lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire la création de la mission interministérielle pour la protection des femmes, ce qu'on appelle la MIPROF, qui, même chose, existe toujours, plus de 10 ans après. Absolument, oui. Et qui a un rôle extrêmement important dans ces sujets-là, puisque c'est le lieu de formation des professionnels à reconnaître, identifier, etc., les signes d'une violence intrafamiliale. Et pourquoi est-ce que je dis familiariser des gens qui ne l'étaient pas forcément ? C'est parce que la MIPROF, en fait, ça m'a permis de faire travailler ensemble les droits des femmes et la justice sur cette thématique spécifique. Et donc, on trouve beaucoup de magistrats dans cette structure-là. Là où, jusqu'à présent, on était souvent confronté à une justice
justice qui ne voulait pas aller aussi loin que nous l'aurions voulu sur les questions justement, je sais pas moi, de retrait de garde d'enfants pour des maris violents, des choses comme ça. La justice est toujours un peu droite dans ses bottes sur le mode, pas de mesures générales et tout, mais on arrivait à des absurdités. Hein. Par exemple, un homme qui tue sa femme, ça n'allait pas de soi qu'on lui retirait la garde des enfants. Enfin, parfois, vraiment, il y avait des choses à revoir. Et donc, du coup, il y a une espèce de familiarisation de la capacité à travailler ensemble au sein de structures comme celle-là. Et surtout, ça forme des professionnels, c'est-à-dire des médecins, des avocats, tout un tas de professionnels sur ces questions-là. Parmi les actions que vous avez menées, qui ont structuré les droits des femmes, est-ce qu'il y a particulièrement quelque chose dont vous êtes fier, que vous considérez comme votre réussite en tant que ministre des droits des femmes ? Écoutez, cette structuration dont je viens de parler, je sais que c'est marrant parce que ça sonne pas glamour a priori de dire je suis fière d'avoir structuré. Si, mais c'est extrêmement important. Bah évidemment, on est d'accord. Parce que sinon, spontanément, on peut se dire, bien sûr, je suis fière des textes que j'ai fait aussi adopter au Parlement. Et Dieu sait que ça n'a pas été simple d'adopter la loi sur la prostitution, la loi pour mettre fin au système prostitutionnel. On pourrait en reparler 2 secondes parce que c'était vraiment épique. Bah oui, et puis c'est toujours... il faut toujours une grande vigilance. Absolument. Ça a été voté en 2016, mais vous aviez fait tout un travail de préparation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on a des contre-feux terribles qui sont toujours actifs. Ça, c'est certain. Non, mais au-delà des contre-feux et des velléités de remise en cause, la difficulté avec cette loi, c'est l'occasion pour moi de repréciser ce qu'il y avait dans notre esprit. Pourquoi une loi ? Parce que jusqu'alors, ce sont les prostituées, souvent EES, 80% des cas EES, elles-mêmes qui étaient pénalisées en fait. Les gens le savent peu, mais je veux dire, c'était jamais les clients, c'est elles qui... C'était sur elles que reposait le risque, la menace d'être en garde à vue tous les 4 matins parce qu'il leur était reproché de faire commerce de leur corps. Et quand vous vous intéressiez un tout petit peu au sujet, que vous compreniez que l'immense majorité, si ce n'est la totalité, étaient des victimes de traite en fait, de traite des êtres humains. Plus de 90%. Exactement. Des femmes menacées dont les enfants étaient retenus dans d'autres pays, notamment au Nigeria, notamment les réfugiés, effectivement. On n'en parle même pas. Des femmes qu'on avait fait tomber dans la prostitution bien avant l'âge de 14 ans. Des choses horribles, dont d'ailleurs, y compris l'espérance de vie était bien moindre que celle de la population moyenne. Lorsqu'on comprenait cette réalité-là et qu'on sortait un instant du joli mythe de adultes consentants, etc., et en plus on les pénalise. Comment ? Mais quelle blague ! Et donc, du coup, la première logique de cette loi, c'était de dire on va inverser la charge de la responsabilité, en fait. Si on considère que ce système prostitutionnel est une violence inouïe faite aux femmes en question, eh bien, c'est le client qui le fait vivre, et donc c'est le client qu'il faut pénaliser. Donc, il y a la jambe pénalisation du client, et il y a une deuxième jambe très importante, qui est l'aide à la sortie de la prostitution pour les personnes concernées, qui, par définition, doit se traduire financièrement. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut offrir une issue différente, donc l'accès à une formation, l'accès à un emploi, l'accès à un logement, l'accès à des papiers, s'agissant de certaines d'entre elles. Et donc ça, on a besoin vraiment que les pouvoirs publics tiennent bon sur le fait d'alimenter le fonds qui était programmé pour cela, et de verser vraiment... Or, ce que j'entends dire aujourd'hui, c'est que les versements se font au compte-gouttes, qu'il faut montrer je ne sais combien de pattes blanches pour pouvoir prétendre à accéder à ce dispositif de sortie de la prostitution. Et donc, on est vraiment à rebours de la logique qui était la nôtre. Vraiment, j'en profite pour passer un appel, mais il faut vraiment être sérieux sur ces sujets-là. Si on veut sortir les femmes de cette violence inouïe, encore une fois, il faut les aider aussi à trouver une issue différente. Absolument. Mais donc, pour répondre à votre question, les moments législatifs qui ont été très importants pour moi, il y a évidemment celui-là parce que... Oui, c'était épique, oui. C'était épique et que je m'en suis quand même pris beaucoup, qualifiée à la fois de naïve et de censeuse, enfin bref, de censurer. De censurer, de censurer. Ou alors carrément d'adversaire, d'ennemi des prostituées, ce qui n'était absolument pas le cas. Bien sûr que non. Il y a eu d'autres moments législatifs qui ont été vraiment exaltants.
Il y en a un quand même, il faut se souvenir que dès qu'on arrive au printemps 2012, on a, avec ma collègue garde des Sceaux, Christiane Taubira, on a à gérer le fait que quelques mois plus tôt, le Conseil constitutionnel avait fait tomber le texte relatif au harcèlement sexuel. Et donc, du coup, nous décidons que notre toute première mesure en arrivant au pouvoir, ça va être de réécrire cette disposition-là et de la réécrire de façon, j'allais dire, modernisée, englobant plus de choses, parce que jusqu'à présent, celle qui existait, elle était essentiellement dans le milieu du travail, mais là, on l'élargit à des situations comme par exemple quelqu'un qui va visiter un appartement pour le louer avec le propriétaire qui lui propose de lui faire un prix en échange d'eux, etc. Ça, c'est du harcèlement sexuel, en fait. Donc, on va vraiment mieux définir les choses, mieux protéger les victimes. Ça, c'est notre premier texte dont on était très fiers. Et puis, l'autre chose très importante, c'est la loi qu'on appelle la loi du 4 août 2014, parce que c'est la date qu'on a fait porter exactement à la signature par le président du texte définitif. Le 4 août comme la nuit des privilèges. Il s'agissait vraiment d'en finir avec un certain nombre de privilèges. Cette loi, c'est la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et c'est une loi dans laquelle je vais décider de traiter de tous les sujets qui me paraissent encore lacunaires en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, considérant qu'en fait, tout est lié. Il y a une forme de continuité dans le fait d'être payé moins bien pour un même travail, dans le fait d'être victime de violences, dans le fait de n'être quasiment jamais interrogée comme experte à la télévision, etc., etc. En fait, il y a une forme de continuum, dans le sens où, à un moment donné, on s'habitue à l'idée qu'en fait, une femme, c'est peu de choses. Une femme, c'est le deuxième sexe. C'est le deuxième sexe. Voilà. La dernière roue du carrosse. Et donc, du coup, c'est cette hiérarchie implicite qui, à la fin des fins, finalement, normalise ou banalise, y compris la violence. Donc, on va passer en revue tout ça, et l'une des choses qui nous saute aux yeux, et d'ailleurs, les féministes des années 70 l'avaient parfaitement compris, elles qui disaient dans leur slogan « le privé, c'est politique », l'une des choses qui nous saute aux yeux, mais en fait, la plupart de ces problématiques, elles commencent dans le foyer, dans la sphère domestique, où la façon dont hommes et femmes vont se répartir les tâches, etc., et notamment à l'égard des enfants, va installer l'idée qu'il y a des rôles qui sont faits pour les uns, des rôles qui sont faits pour les autres, et que en fait l'inégalité commence là. Et c'est là qu'on commence à effectivement conscientiser le fait qu'il y a une inégalité systémique, des discriminations systémiques. Absolument. C'est-à-dire en fait, on ne comprend pas si on s'en tient uniquement à en fait les inégalités femmes-hommes, c'est des employeurs pas très sympas qui payent moins bien des femmes alors qu'ils payent mieux les hommes. Il faut aller un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce qui fait que, grosso modo, à l'arrivée d'un enfant dans un couple, étrangement, l'homme va se mettre à gagner mieux sa vie dans son entreprise pendant que la femme passera à temps partiel à 80%. Qu'est-ce qui fait que l'enfant, dès ses premiers pas, s'habituera à ce que telle chose relève plutôt de maman et telle chose de papa. Donc en fait, la question de l'organisation dans le foyer, elle est absolument majeure pour les inégalités sociales qu'on constate ensuite. Et donc, c'est pour ça que dans la loi du 4 août 2014, on trouve la question du congé parental. D'abord, il faut bien distinguer congé maternité, congé parental. C'est pas la même chose, non ? Le congé maternité, c'est physiologique. Heureusement que les femmes c'est les femmes, c'est les mères. C'est spécifique à elles, c'est elles qui accouchent, c'est normal et c'est très bien. Le congé parental, celui qu'on prend et qui est de plus longue durée, dont la loi n'a jamais spécifié qu'il était pour les femmes et pas pour les hommes, qui dit pour les parents, etc. Ce congé parental-là, dans les faits, il était pris à 95% par les femmes uniquement et les faisait s'absenter plus ou moins longuement, voire très longuement, jusqu'à 3 ans, du marché du travail, leur posant plein de difficultés professionnelles après. Et surtout, comme il était évident visiblement pour tant de monde que c'était aux femmes de le prendre, les hommes ne se sentaient pas légitimes non plus à en prendre, et du coup, dans la socialisation d'un enfant au tout début de sa vie, il y avait cette idée que, en fait, c'était maman, c'était pas le rôle d'un papa que de s'occuper d'un enfant. Donc en fait, le meilleur partage du congé parental, ça va faire l'objet d'une mesure importante de ce texte de loi, qui fera couler aussi pas mal d'encre aussi, oui. A contrario, est-ce qu'il y a, vous considérez que vous avez eu des échecs dans cette action de ministre des Droits des Femmes, sinon des échecs, des frustrations ?
Oui, on a toujours des frustrations, c'est difficile de ne pas en avoir parce que d'abord quand on aime un sujet, je veux dire, ça ne se termine jamais, donc C'est clair. il va falloir penser à partir, madame. Vous êtes sûre? Je resterai bien un peu plus longtemps. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que quand on est convaincu de quelque chose, parfois... Il est difficile de se poser et de se dire mais attends, tout le monde n'est pas au même niveau de réflexion sur le sujet, de conscientisation, etc. Donc il faut peut-être prendre un peu plus de temps. Ça, je l'ai beaucoup vécu avec les ABCD de l'égalité, par exemple, quand j'ai voulu mettre en place une éducation à l'égalité filles-garçons à l'école pour aller vite, et que tout de suite, ça s'est transformé dans la bouche de mes détracteurs en elle cherche à faire exploser les repères de genre. On revit ça aujourd'hui. C'est vrai que c'était fou à l'époque. C'est vrai que la frustration à ce moment-là, surtout que pour le coup, compte tenu des menaces que les détracteurs en question faisaient peser sur les professeurs qui avaient le malheur de mener à bien ces expérimentations. Oui, il y avait effectivement une pression terrible. Oui. Exactement, et même des menaces. Vous savez, moi j'ai vraiment, c'était avant Samuel Paty, mais je vous assure que quand j'y repense des années après, je me dis en fait c'est de ça que j'ai eu peur. Compte tenu de tout cela, on a fini par arrêter l'expérimentation ABCD de l'égalité. Donc ça, c'est une énorme frustration. Bon, après, c'est ça aussi, la vie politique. Je pense qu'il faut... Il y a des choses dont il faut peser le pour, le contre, et que mettre en danger nos enseignants, c'était pas non plus quelque chose à faire. Bien sûr. Aujourd'hui, en 2026, et pour les années à venir, quelle est pour vous la priorité des priorités en matière de droits des femmes, non seulement en France, mais vous qui travaillez aussi sur l'international, dans le monde? Après, chacune aura sa priorité. C'est pas simple, évidemment, de choisir, mais moi, je voudrais quand même insister sur un point qui est peut-être pas si souvent évoqué. Je trouve que nous avons un problème depuis quelques années. C'est que contre toute attente, alors que facialement on a l'impression qu'il y a plus de femmes dans l'univers politique, dans l'espace public, etc., je trouve que la parole des femmes recule. C'est impressionnant. Vraiment, j'en fais l'expérience tous les jours. Je trouve qu'elle recule dans le sens où ce qu'on a laissé se développer en termes de réseaux sociaux, d'anonymat, de chaînes d'infos continues qui fonctionnent exactement comme les réseaux sociaux à base de n'importe quoi permanent, etc., c'est une espèce de retour à vitesse grand V du sexisme, de la violence misogyne à l'égard des femmes publiques en particulier. Et je suis très frappée de voir le nombre de cas dans lesquels, finalement, une femme politique ou une femme activiste, une femme journaliste, etc., à force de se prendre, quoi qu'elle dise, tiens, le ciel est beau aujourd'hui, des tonnes de menaces de viol et de violence, etc., sur les réseaux sociaux. Et d'humiliation. Finit par se dire je vais fermer mes comptes un instant parce que là j'en peux plus, pour mes enfants c'est quand même pas très sain, etc. Et donc finalement disparaître un peu de la scène, s'absenter le temps de se refaire, etc. Sauf que, en fait, quand elle disparaît ainsi de la scène, c'est la parole féminine qui recule, en fait, parce qu'elle avait acquis une forme de capacité rhétorique, etc., que d'autres qui viendront prendre sa place petit à petit n'auront pas, donc c'est un nouvel apprentissage. C'est ça, c'est donc, Et moi, je suis vraiment frappée par ça. Vous pouvez pas être indifférente au fait que la plupart des figures féminines politiques du moment... En fait, elles sont quand même beaucoup tournées en dérision, ou alors totalement caricaturées, ou alors, pour certaines sexualisées. Il y a un problème avec ça. Et vous allez dire que ça existait déjà aussi il y a 10 ans, mais pas tant que ça. Là, on a atteint un niveau... évidemment de désinformation, d'intelligence artificielle qui rajoute sa couche, d'ultrapolarisation qu'on connaissait pas à ce point-là il y a 10 ans, et donc la violence prend une tournure incroyable. Et de ce point de vue, ce qui me frappe, c'est que je crois que les hommes politiques ne s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte qu'on vit pas du tout la même expérience qu'on fait de la politique, on est censé faire la même chose, mais en fait on vit pas la même chose. Bien sûr. Et donc, du coup, les partis politiques ne prennent jamais en charge cette question. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, là, pour ce que... Alors, justement, déjà, les formations politiques, les partis politiques devraient être conscients de ça, comprendre, prendre le temps d'écouter les témoignages. Moi, il suffit que je me déplace dans 3 villes différentes, j'écoute les élus locales, les femmes, elles ont toutes la même chose à me raconter. Vous regardez à l'échelle internationale, puisque vous m'avez demandé, quand...
On a eu le plaisir de voir des figures comme Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande ou Sanna Marin en Finlande. Elles sont parties. Elles en ont eu marre. Elles ont eu le destin d'étoiles filantes parce que au bout d'un moment, c'était insupportable de violence. Et donc, en fait, les partis politiques devraient déjà écouter ça. Ok, il se passe quelque chose là. Et d'ailleurs, ça vaut aussi avec les associations et tout ça, puisque je disais, les femmes activistes aussi sont l'objet de tout cela. Et ensuite se dire comment est-ce qu'on peut réguler ça, gérer ça intelligemment. Donc ne jamais laisser une femme seule face à ce jeu. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi de faire communauté, d'être soi-disant dans un cercle collectif quand on est dans un parti, etc. si ça n'est pas pour se serrer les coudes à fond dans ce genre de situation. Voilà, c'est le minimum du minimum. Les médias, moi, je pense qu'ils... Enfin, vous savez, c'est dans la loi du 4 août que j'évoquais tout à l'heure qu'on a installé les compétences du CSA devenu ARCOM pour sanctionner les médias quand ils font preuve de sexisme. Bah, moi, j'irais un peu plus loin encore. Là, je pense que les sanctions devraient être plus importantes, que l'ARCOM soit plus agressif. Agressive, oui, exactement. Et d'ailleurs, les sanctions, ça a du bon, parce que, vous voyez, par exemple, dans la même loi, l'un des chapitre qui était consacré aux questions de parité prévoyait que s'agissant des élections, les partis politiques qui ne faisaient pas l'effort de présenter autant de femmes que d'hommes dans des conditions évidemment équitablement gagnables aux élections se voyaient sanctionnés. Ça, c'était déjà prévu par la loi qu'ils se voyaient sanctionnés, mais dans la loi du 4 août 2014, on quadruple le montant des sanctions. Et bien, 3 ans plus tard, aux élections législatives de 2017, vous avez sans doute remarqué qu'il y a eu une augmentation du nombre de femmes à l'Assemblée. Et tout le monde s'est dit, mais c'est parce qu'il y a un nouveau candidat, il y a une espèce de... La peur du gendarme, Non. Elle est financière. Voilà. Nous passons rapidement à la deuxième partie de notre entretien. Qu'est-ce qui vous a mené à être cette femme, non seulement politique, mais cette femme engagée pour les droits humains, pour les droits fondamentaux? Oui, qu'est-ce qui m'a conduit à cela ? Mais je pense précisément que c'est le fait de faire des expériences si différentes. C'est pour ça que moi je suis vraiment pour que, vous le savez, par exemple en matière d'éducation, l'un des derniers livres que j'ai publié porte sur les questions de mixité sociale dans les établissements scolaires. Je suis pour que les cerveaux se frottent, que les gens se croisent et que les cervelles se liment et se frottent. Et c'est très important parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir finalement les yeux ouverts sur de multiples réalités. Et moi, la vie a fait, je ne l'ai même pas choisi à l'origine, mais que j'ai eu les yeux ouverts sur de multiples réalités parce que je suis née ailleurs, dans une situation de grande pauvreté, dans un contexte rural. Je suis, quand j'ai commencé à vivre en France, j'ai grandi dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un quartier populaire, entouré de familles ouvrières. J'ai, par mes études, eu la chance de pouvoir accéder, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui les transclasses, à des fonctions, à des responsabilités, etc., qui m'ont fait naviguer dans d'autres sphères plus aisées. Mais sans jamais rien perdre au passage. En fait, c'est ce multilinguisme social, en quelque sorte, qui caractérise finalement le regard que je porte sur le monde. Et donc, moi, quand je regarde le monde, quand j'ouvre ma fenêtre le matin, j'ai toutes les dimensions dans la rétine. C'est-à-dire, par exemple, vous me parlez de développement durable. Je sais à la fois quels vont être les effets du développement durable sur les pays riches, mais aussi sur les pays pauvres. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, complètement. Vous avez effectivement une vue panoramique. J'ai une vue panoramique. Et en fait, c'est ça qui me pousse à être extrêmement engagée sur les questions humanitaires ou de solidarité internationale. Parce qu'en fait, on est tellement interdépendants. Vraiment, ceux qui ne le comprennent pas, là, je ne comprends pas dans quel monde ils vivent. On est tellement interdépendants. Il y a des grosses bêtises qui sont racontées en permanence dans le débat public. Par exemple, vous avez remarqué que ce sont les mêmes qui vous disent on ne veut pas de tous ces réfugiés, etc. Et qui vous disent en même temps non à la solidarité internationale, stop à l'aide publique au développement. Mais enfin, si vous voulez choisir, vraiment faut pas, choisir. Il y a un moment où il faut réfléchir, monsieur. C'est pas possible. Oui, en effet. Oui. Nous passons au questionnaire de Proust revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Le principal trait de votre caractère? Joyeux. Votre principale qualité, votre principal défaut? Défaut, l'intranquillité. Parce que comme je suis intranquille, je suis un peu obsessionnelle avec un certain nombre de combats.
Qualité, un vrai intérêt pour les autres en fait. Je me force pas. Justement, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez les autres ? Leur ouverture d'esprit. Je crois que ce qui me fâche le plus, c'est quand quelqu'un ne veut vraiment pas faire l'effort de réfléchir. Est-ce qu'il y a une réforme politique qui, selon vous, a vraiment amélioré la société en général ? J'ai envie de dire la fin de la peine de mort. Il y en a d'autres, mais quand même celle-là, vous voyez la dignité de la vie humaine. Oui. Quelle définition vous donneriez de la France ? Un pays souvent plus aimé par ceux qui sont extérieurs que ceux qui sont dedans. Bonne définition. Et les Français et les Françaises, comment vous les décririez ? Moi, je les trouve attachants. Oui. Non, mais vraiment, globalement, je trouve que c'est un peuple attachant. Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous en feriez ? Je crois que l'une des choses qui me préoccupe le plus, c'est à quel point toutes les organisations internationales supposées préserver la paix, à commencer par l'ONU, sont en train de perdre de leur éclat, de leur force. On a beaucoup moins de casques bleus, par exemple, mobilisables qu'autrefois, etc. Et donc, d'une baguette magique, je crois que je trouverais, justement, si c'est magique, un moyen de redorer le blason total de cet écosystème. De ces organisations multilatérales, oui. Exactement, c'est très important. Alors là, on est complètement sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est essentiel si on veut tenter de sauver la planète et de préserver la paix. Oui. Si vous étiez un mot... Alors, le mot de la langue française que je préfère, mais ça ne veut pas dire que je me reconnais en lui, mais je le trouve beau, c'est évanescent. C'est vrai que c'est joli, oui. Et si vous étiez un lieu ? Le monde. Une odeur ? Une odeur de bébé. J'ai tellement aimé ça, ça me manque. Si vous étiez un son ? Alors, il y a un instrument de musique dont j'adore la sonorité, c'est l'oud. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie ? Je dis souvent une phrase que ma mère me répétait quand j'étais enfant et qui dit « La vie a plus d'imagination que toi ». Et c'est un formidable mantra pour se dire « Ok, quelles que soient les portes que je me prends dans la tête, et on s'en prend tous, rassurez-vous, c'est pas grave parce qu'en fait la vie m'a programmé quelque chose d'autre de mieux. » Vous en avez fait un livre d'ailleurs. Et enfin, la dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose ? Là, franchement, vous avez fait preuve de beaucoup d'imagination. Donc, ce que je mange le matin pour changer un petit peu. Et que mangez-vous le matin ? Je mange des fruits coupés dans du fromage blanc. J'adore ça. Bon, et ben voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous, Najat. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde, afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieux, soit en micro-nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Sophie Pouget-Larabi, Camille Goasduf, Hermine de Moissac, Okulani Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.